Guten Tag. Ce printemps, le Centre Pompidou se met à l'heure allemande avec, entre autres, la grande exposition consacrée par le Musée national d'art moderne à l'Allemagne des années 1920, au mouvement du Bauhaus, au photographe August Sander et à un autre mouvement esthétique, la nouvelle objectivité. Ce sera donc le premier sujet de notre plateau du mensuel, où on va retrouver les commissaires Angela Lampe et Florian Ebner pour évoquer cette exposition magistrale, imposante, qui va faire date dans l'histoire de l'art. Et puis nous allons aussi nous intéresser dans une deuxième partie du mensuel au Berlin d'aujourd'hui, au Berlin des années 2020 cette fois, avec du cinéma et notamment une invitation à la Berlinale, le festival de cinéma de Berlin, mais aussi des concerts, des spectacles vivants, des discussions, par exemple sur l'urbanisme de Berlin aujourd'hui, et puis de grands invités comme le metteur en scène Thomas Ostermayer ou les artistes Tino Segal et Wolfgang Tillmans. Bienvenue donc dans l'Allemagne des années 1920, bienvenue au Berlin des années 2020, c'est le mensuel de ce mois de mai. Pour l'exposition Allemagne années 20, nouvelle objectivité Augustin. On a le plaisir d'être ici avec les commissaires Angela Lampe et Florian Ebner. On est ravis, c'est la première fois que la nouvelle objectivité est exposée dans ce cadre en France. Il y a beaucoup de sujets, c'est une exposition magistrale et on va parler dans ce contexte un peu de tous ces sujets. Donc, je vous pose la question, quelle est l'origine de cette exposition à laquelle vous avez consacré autant de temps et de préparation? Si je commence pour ma part, c'est la réalisation d'un long rêve. Donc, moi, je me suis occupée de la nouvelle objectivité déjà pendant mes études ici en France. Et quand je suis arrivée au Centre Pompidou en 2005, j'avais déjà derrière la tête un peu cette idée, un jour, il faudrait vraiment consacrer une exposition assez courante. Après, ça a pris quelques années, parce que bon, le temps au Centre Pompidou est très long, et donc les premières discussions eu lieu déjà en 2013, il me semble, avec Alfred Pachmann, donc le directeur de l'époque, et ça a pris encore, voilà, aujourd'hui on est en 2022, encore 7-9 ans jusqu'à ce que l'exposition donc est réalisée aujourd'hui enfin. Et donc ça veut dire qu'il y a longtemps de réflexion, de recherche, de mûrissement de ces projets que je voyais dès le départ interdisciplinaires. Bon, c'est l'ADN du Centre Pompidou, et c'est aussi le propre même de ces courants si peu encore connus en France, la nouvelle objectivité. Et c'est en effet vrai que ici, dans ces pays, il n'y a jamais eu une grande manifestation dédiée à ces courants. Donc, et si on peut être encore plus ambitieux, même sur un plan plus international, il n'y a jamais eu une exposition qui a tenté de relire ces mouvements à partir de tous les différentes courants, différentes disciplines, donc à savoir l'architecture, les designs, les films, la littérature, la musique, la peinture et la photographie. Donc on y a vraiment là un projet extrêmement ambitieux. Donc du coup, je suis très heureuse que ce long rêve ait exaucé aujourd'hui. Et pour Sander, pour un photographe et historien de la photographie allemand, on est grandi avec Sander, donc c'est en quelque sorte un monument de l'histoire de la photographie, et on a toujours un peu sa lecture de ce monument qui est justement une œuvre assez complexe, et c'était une chance idéale de contextualiser cette œuvre d'August Sander à la fois avec l'art et la culture de ces années 20, et de le contextualiser aussi d'une autre manière sur un plan photographique, de comprendre en fait aussi la genèse organique de cette voilà, œuvre monumentale qui est justement pas un monolithe, mais qui est érigé de beaucoup de couches, et de montrer ça toujours en dialogue avec l'art de la nouvelle objectivité. C'est quelque chose qui est aussi en fait à la fin aussi peut-être un rêve qu'on peut voir tout ça, rassembler ça, tout ça ensemble. Et on s'est rendu compte qu'il y a à la fois une réalité de l'époque vue par les peintres, et il y a aussi une réalité vue par un photographe.
Et c'est aussi important pour comprendre que Sander, avec son style documentaire, c'est pas la réalité, ça montre les acteurs, mais ça montre aussi son regard. Donc il y a plusieurs filtres sur cette réalité de l'époque, et c'est justement bien de voir les différents caractères et les différentes interprétations de cette époque. Oui, c'est surtout ça aussi qui est très intéressant, qu'il y a une sorte de harmonisation entre la partie méthodique et la partie thématique. Et comment vous avez arrivé d'établir cet équilibre? On a réussi en dialoguant, en travaillant ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on avait... Bien sûr, chacun a travaillé un peu sa part, c'est-à-dire toi sur Sander, moi sur la nouvelle objectivité, mais à partir du moment où on avait la structuration de nos différentes parties, on a très rapidement réfléchi en termes d'espace, c'est-à-dire comment transposer cette double exposition dans une scénographie qui fait sens, et toujours avec cette idée de la coupe transversale, cette idée de cette Querschnitt. Donc c'était vraiment notre leitmotiv dès le début, c'est-à-dire d'insérer l'exposition August Sander comme une coupe transversale dans cette panorama sur les années 20. Et à partir de là, on a développé aussi ensemble avec Laurence Lebris, la scénographe, l'architecture, le projet qu'on voit aujourd'hui. Et justement, ce Querschnitt, c'est tellement inspirant encore aujourd'hui de voir dans les films que tu as choisis pour le Querschnitt-film. Mais on le voit partout, le Querschnitt, ou Fritz Kahn, avec une illustration de Fritz Schuler, de voir l'homme comme un palace industriel, où on voit en fait une coupe à travers l'organisme humain, et c'est l'œil et la photographie, les nerfs sont des câbles de téléphone. Beaucoup d'œuvres répondent à cette idée d'une coupe à travers l'époque. Et il y a aussi l'idée du montage. Donc il y a, tu en as parlé sans doute encore, c'est-à-dire cette idée de editing in society pour August Sander, cette édition d'une société, mais c'est aussi l'édition ou le montage d'une exposition. Donc on a aussi cet écho par rapport au thème qu'on a choisi, qu'on retrouve dans le projet même. Donc il y a un vrai dialogue aussi souterrain, dirais-je, entre la forme et le fond. Et c'est vraiment aussi un travail monumental. Quand on pense qu'il y a presque 900 œuvres qui sont exposées, c'est assez incroyable de penser comment vous avez fait des choix à partir de tous ces fonds, toutes les différentes dimensions. Oui, pour la nouvelle objectivité qui était un peu encore plus complexe parce que le corpus de Sander était un peu circonscrit. Moi, je commençais justement à l'aide d'une assistante de recherche que j'avais pour de créer un corpus, c'est-à-dire de regarder dans les différentes publications des catalogues, de créer un corpus d'œuvres, notamment des œuvres majeure, dirais-je, parce que quand on prépare une exposition, on sait que les œuvres importantes, des chefs-d'œuvre dans les collections des musées sont très difficiles à avoir en prêt, donc il faut avoir un certain temps de préparation, il faut commencer des négociations, donc il fallait vraiment avoir un corpus d'œuvres majeures assez rapidement. Mais on a tissé très large, et aussi donc pas d'abord la peinture, ce que je connais le mieux, mais aussi après les autres médias, et parallèlement je me suis plongée dans les textes sources, donc les textes des années 20, des articles, les textes théoriques. Donc il y a grâce à d'ailleurs une très bonne anthologie éditée en allemand. Et j'ai donc procédé comme une sorte de destillatrice, un destillateur, c'est-à-dire j'essayais de trouver vraiment les concepts essentiels de l'époque, donc comme le montage ou comme les choses ou comme la rationalité. Et à partir, une fois donc cette structuration théorique était trouvée et fixée, ça m'a vraiment permis de compléter avec d'autres médias et de créer comme ça un dialogue
à travers vraiment toute la production artistique. Donc c'était un procès assez long, mais assez organique, dirais-je, entre chaque fois, regarder les œuvres et en même temps aussi toujours en tête la construction d'un narratif pour relier plutôt tous les différents arts. Et pour Sanders, je suis parti déjà en fait des tirages d'époque, donc de choisir bien sûr les œuvres iconiques, mais de les comparer sur des tables avec des documents, des tirages de lecture, des tirages commerciaux de Sander pour justement contextualiser l'œuvre de Sander, pas seulement en dialogue avec l'art de la nouvelle objectivité, mais aussi par rapport à son œuvre. Donc de montrer en fait les mécanismes à l'œuvre. Et voilà, donc c'est en fait venu de manière... À la fin, c'est une forme assez simple. Donc, il y a sur un plan vertical, ce sont les œuvres choisies par Sander. Sur un plan horizontal, ce sont les documents qui accompagnent. Et toujours avec une certaine regard sur les œuvres de l'époque, les tirages de l'époque. Même chose aussi des tirages de l'époque pour la photographie de la nouvelle objectivité, d'avoir quand même cette qualité de la photographie vintage. Et c'est très intéressant d'avoir vraiment cette recherche approfondie en préparation de l'exposition. Et ce que je trouvais frappant en visitant, c'est aussi cette sorte, on plonge vraiment dans l'époque. Il y a des moments comme la cuisine de Francfort, Frankfurter Küche, où on a l'impression que le visiteur est transversé dans un autre temps. Il fait partie de ce monde des années 20, de cette façon de plonger le visiteur dans un autre moment existe à plusieurs reprises dans l'exposition. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu l'histoire derrière ça? Est-ce que c'est un jeu avec l'imagination de visiteurs? Oui, c'est assez volontaire parce que grâce aux médias qu'on a, donc notamment les films, mais aussi les œuvres sonores, cet effet d'immersion a été donc souhaité et était possible de créer, parce que c'était aussi, je pense, quand on pense en termes d'architecture, d'exposition, c'est important justement de surprendre les visiteurs, de créer un rythme de visite et justement de créer ces effets de transportation dans un autre lieu. Et grâce donc à la scénographie qu'on a pu établir, on a donc quelques moments dans l'exposition, par exemple le moment où on tourne dans les trois premières salles, on tourne autour d'un angle et on est en face d'un film de Walter Ruttmann, La symphonie d'une grande ville, où on est à Berlin des années 20. Donc on est vraiment, on voit la vie de cette grande ville et on est vraiment plongé, on voit ce qui se passe à ce moment-là. Et quelques mètres plus loin, il y a le même Walter Ruttmann. Il a créé une œuvre sonore qui s'appelle Weekend, qui consiste à un prélèvement des sons lors d'un week-end à Berlin en 1930, où voilà, il y a une œuvre que lui il a appelée un film sans image. Donc c'est une œuvre auditive, et c'est là il y a une immersion par le son, d'entendre un klaxon à Berlin ou des enfants qui crient, et voilà, on peut se vraiment téléporter pour être un peu dans le futurisme dans ce Berlin des années 20. Et la cuisine, pour moi c'était toujours évident de l'avoir une exemplaire, et je suis ravie parce qu'on a pu acheter cet exemplaire pour les collections du Centre Pompidou. Donc ça, c'était vraiment une très bonne effet de notre exposition. Et en effet, c'est à partir du moment où on présente comme ça un intérieur si connu, enfin si quotidien, la cuisine, donc ça aide aussi à s'imaginer donc la période et cette époque qui enfin voilà, il y a 100 ans, c'est à la fois loin et à la fois pas si loin, parce que beaucoup des inventions, beaucoup de voilà, comme cette cuisine ou même les meubles de Marcel Breuer ont encore une très grande actualité aujourd'hui. Je pense le charme, si on
part de la cuisine, par exemple, là, le charme et la qualité de l'exposition, ici, on peut le mix, la variété. C'est-à-dire, on a des chefs-d'œuvre, par exemple, pour la représentation des machines, on a des Grossberg, des peintures de Karl Grossberg, on a des photographies de Albert Rengapatch, mais on a aussi, par exemple, 303 vues d'amateurs des Zeppelins, donc c'est une culture vernaculaire. Et derrière, il y a la pièce de radio sur le vol de Lindbergh sur l'Atlantique. On a tout un chapitre sur l'importance de la radio, donc le nouveau médium de l'époque. Donc il y a des résonances avec aussi, disons, la modernité de l'époque qui résonne avec notre modernité aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est très bien. Mais il y a aussi l'œuvre d'Arno Giesinger à la fin de l'exposition, qui est une double montage vidéo qui nous laisse expériencer l'exposition à la Kunsthalle et à Mannheim. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose Pour l'œuvre d'Arno Giesinger, on est vraiment très heureux de l'avoir parce que pour nous, c'était important de dire au public comment est-ce qu'on peut arriver en fait dans les années 30, surtout en fait en 33. Et Arno Giesinger a travaillé en 2017 sur les archives photographiques de la Kunsthalle de Mannheim. Donc cette invitation, pour lui, c'était une chance de revisiter son travail et de focaliser sur cette exposition en avril 1933 qui portait le titre « Kulturbolschewistische Bilder », donc « Images de culture bolchevique ». Et c'est quelques semaines après la prise de pouvoir de Hitler, le nouveau directeur commence à dénoncer le travail de son prédécesseur en montrant des œuvres d'avant-garde, aussi 5 tableaux qui ont été montrés en 25 dans l'exposition. Neue Sachlichkeit. Et Arno, il justement choisit de montrer les plaques de négatif. Donc, il montre les œuvres en négatif. C'est une forme symbolique forte pour justement parler sur ce qui se passe aussi avec les œuvres, donc, et avec l'art et avec la société à partir de 1933. Oui, c'est une façon d'introduire la fin de l'histoire. En tout cas, il fallait en parler d'une façon. Il fallait terminer cette histoire. Et donc, il y a l'œuvre d'Arno Giesinger qui nous a fait vraiment l'honneur de travailler, de concevoir cette installation. Mais il y a aussi plus peut-être subliminal dans l'architecture même, parce que la deuxième partie de l'exposition, donc il y a un long travée qui se dirige vers un mur, vers une simèse brune, donc dans cette couleur brun, qui était vraiment la couleur de l'uniforme des SA, donc qui aujourd'hui c'est la métaphore pour la partie nazie. Donc c'était aussi une façon de montrer, il y a pas une téléologie, enfin je veux dire, c'était pas un automatisme, mais en tout cas, tous arrivent tout se dirige, surtout aussi la misère, le chômage, la crise de 29, la crise économique, et qu'à la fin, on est devant cette mur brun, et voilà, tout s'arrête. On est transporté symboliquement, c'est très fort, la scénographie. Est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de le terme nouvelle objectivité est pas très très connu en soi. Est-ce qu'on parle des artistes avec des pensées en commun? Est-ce que où est l'origine de cette terminologie? Le terme de la nouvelle objectivité, donc, qui est la traduction française du terme allemand die neue Sachlichkeit, qui est difficile à prononcer, qui est souvent écorché d'ailleurs dès le début dans la presse française, et qui provient, d'un regard extérieur. Donc c'est assez intéressant. Donc il y avait pas de manifeste, par exemple, de la nouvelle objectivité. Ça vient pas des artistes eux-mêmes. Hein. Donc c'est un regard extérieur, un regard d'un directeur du musée, Gustav Friedrich Hartlaub, qui en 1925 organise une exposition qui était censée de présenter un panorama de la production artistique contemporaine. Et en se limitant à la peinture. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc il n'y avait pas la photographie, donc il s'est contenté à la peinture. Et donc il donne à cette exposition le titre Die neue Sachlichkeit, la nouvelle objectivité, et très peu après, ce titre-là, il fait florès, il devient très populaire. C'est aussi
grâce à l'itinérance de l'exposition, parce que de Mannheim, elle va plus tard à Dessau, elle va dans d'autres lieux, elle fait en Allemagne. Et ces termes, se diffusent dans la presse, dans d'autres arts. Donc, dans l'exposition, on montre des pièces de théâtre qui portent le titre, la nouvelle objectivité, die neue Sachlichkeit. Ça, le terme entre dans les comédies musicales. Donc, c'est plutôt cette sachlich. C'est pour le traduire parce que il faut le trouver parce que c'est très difficile à traduire, non seulement à prononcer mais aussi à traduire parce que c'est à la fois sobre, neutre, sans affect, sans émotion. Comme en anglais, on dit matter of fact. Enfin, c'est quelque chose qui est à la fois la chose, l'objet. C'est pas forcément l'objectivité. L'objectivité, vraiment, c'est un pis-aller. C'est vraiment un mot qui est intraduisible, peut-être profondément allemand, du coup. Mais qu'on décrit très bien l'attitude, plutôt cette attitude, voire un style à la fois des artistes et style de toute cette production de l'époque. On a dit qu'un titre est long et complexe. L'alternative aurait été mettre tous les adjectifs pour désigner sachlich. Ça aurait été peut-être aussi un titre avec la même longueur pour cerner le champ sémantique justement de ça. Peut-être on peut parler un peu de Berlin, ou les liens avec Berlin. Il y a plusieurs œuvres représentées dans l'exposition qui parlent de la capitale allemande. Donc peut-être on peut commencer avec les œuvres de Sacha Stone, des photomontages. Oui, en fait, ce sont des montages qui n'ont pas de contexte dadaïste, justement, mais ce sont des montages avec un contexte très précis pour être publiés dans la presse, dans les magazines illustrés qui sont vraiment d'une telle inspiration quand on regarde ce qui a été fait dans la deuxième moitié des années 20. Donc, le montage est très fin, il montre chaque fois Berlin qui s'imagine être une autre ville. Si Berlin était Constantinople, si Berlin était Biarritz, si Berlin était New York, si Berlin était Innsbruck. C'est peut-être aussi intéressant parce que Berlin n'est pas la capitale parfaite. On ne peut pas imaginer qu'à Paris, on aurait fait, en fait, si Paris était une autre ville, parce que Paris est déjà tellement belle, mais Berlin... Et c'est cette pensée... Donc, il y a aussi un très beau poème de Kurt Tucholsky qui dit à la même époque qu'on imagine toujours une autre vie, on n'est jamais satisfait. Justement, cette série de montages exprime de manière très ludique et montre la qualité, vraiment la qualité artistique en service de la presse illustrée. Et c'est très prémonitoire parce que quand je vois la porte de Brandenburg à côté d'une mosquée, quand on connaît aujourd'hui l'importance de la communauté turque dans la capitale allemande, c'est même prémonitoire et c'est surtout l'humour déjà et cette grande inventivité de ce très bon photographe Sacha Stone. Si on reste peut-être dans le contexte de Berlin, même si c'est pas des photomontages, mais des œuvres de Jan Mamen. On pourrait peut-être parler, par exemple, de Café Nollendorf. Jan Mamen, c'est une artiste qui est encore peu connue en France. Donc, en Allemagne, on la connaît un peu plus parce qu'elle a eu quelques expositions, notamment à Berlin. Elle est donc une artiste qui a eu donc cette formation académique parisienne. Mais elle s'intéresse au monde interlope, elle s'intéresse vraiment à cette Berlin aujourd'hui en vogue, c'est-à-dire ce Berlin des cabarets, ce Berlin des clubs et surtout ce monde précurseur des clubs de travestissement, toute cette culture, ce qu'on appelle aujourd'hui queer, qui existait déjà dans les Berlins des années 20. Donc elle-même étant homosexuelle, donc du coup elle a vraiment ciblé les lieux de rencontre comme les cafés qui étaient réservés aux femmes, c'est-à-dire aux femmes lesbiennes. Donc il y avait ces lieux à Berlin, donc c'est ça ce qui existait aussi. Il y avait les cafés Eldorado qui étaient réservés aux travestis. Donc il y avait ces lieux qui étaient donc identifiés et qui étaient ouverts dans cette Berlin qui, durant ces années, était
avaient vraiment une liberté de mœurs absolument incroyable. Il existait des guides pour ces lieux, donc les guides der Führer des lasterhaften Berlins, donc les guides de tous ces lieux un peu sulfureux. Et elle a vraiment ce don avec ces aquarelles qui sont vraiment très, 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 très fines, d'avoir ces regards d'intérieur, ce regard d'une habituée de ces lieux. Donc, c'est pas du tout racoleur ni exhibitionniste. Donc, c'est vraiment un regard assez à la fois tendre et voire même un peu sachlich d'une certaine façon, parce qu'elle n'est pas dans la grande gestualité, dans le c'est vraiment le regard d'une observatrice, mais d'une observatrice qui est quand même touchée par cette liberté qui existe tout à coup à Berlin. Oui, il y a beaucoup de douceur dans Il y a une douceur, tout à fait, dans son trait, et comme ça, de regarder, et en même temps, c'est très émouvant de voir ce témoignage. Peut-être encore les résonances avec aujourd'hui, on a parlé, donc ça sort un peu de partout. On est ici heureux d'entendre ou de lire parfois dans les premiers papiers qui sont parus sur l'exposition, qu'il y a vraiment un constat qui est partagé par beaucoup de gens, que cette exposition résonne avec les enjeux d'aujourd'hui. Donc, il y a à la fois sur plusieurs niveaux, donc là, sur le décloisonnement des genres, ce mouvement queer, mais c'est aussi sur la situation économique, c'est-à-dire parce que la dernière section de l'exposition, c'est le regard vers le bas, vers vraiment c'est le monde ouvrier, le monde de travailleurs qui se déshumanise sur les peintures ou aussi sur les photographies, et cette déshumanisation ou cette réification, il faut dire dans le sens marxiste, de la main-d'œuvre est quelque chose qui est aussi ressenti aujourd'hui avec la révolte digitale, avec la numérisation, avec cette pression énorme qui pèse sur les ouvriers, sur les travailleurs, parlant des entrepôts d'Amazon pour ne nommer que cela. Et cette pression-là était déjà ressentie dans les années 20 parce que c'était l'introduction du taylorisme, du travail à la chaîne, et donc ça, c'est partagé, cette même sensation, et la montée du fascisme. Donc là, on vit quand même dans une période extrêmement troublante. Là, l'élection présidentielle, l'extrême droite a eu 40%. Or, et cette angoisse, il y a à la fois une angoisse, il y a une fascination, mais aussi cette angoisse qu'on ressent vraiment dans cette exposition, avec les rythmes, avec cette longue traverse vers le mur brun dont j'ai déjà parlé. Donc, il y a la violence aussi. Il y a une section autour des féminicides qui sont représentés sur les aquarelles d'Otto Dix ou sur les peintures de Reda Scheid. Et il y a la violence de la société et cette crainte de ce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Enfin, les gens ne savaient pas en 28 ou 29 ce qui va arriver en 33. Mais aujourd'hui, on le ressent et nous, on ne sait pas non plus ce qui va arriver dans quelques années. Donc, il y a vraiment là, je pense, plusieurs échos avec la période d'aujourd'hui. Oui. Et on a conçu l'exposition dans un moment où il y avait encore un président américain qui utilise Twitter. Donc, pour reprendre Walter Benjamin, on voit comment déjà la politique, à travers les médias de masse, à l'époque, devient de plus en plus esthétique. Et il dit l'art doit en fait répondre, devenir politique. Et je pense que ça se voit dans l'exposition. Et ça, c'est aussi peut-être aussi la résonance avec aujourd'hui. Oui, c'est très probable que c'est si touchant pour beaucoup de monde parce qu'il y a des parallèles concrets avec la vie d'aujourd'hui. Donc, et la fin. Et la fin, oui. Il y a encore, on a déjà parlé du travail retournement d'Arno Giesinger tout à la fin. August Sander, comment en fait terminer ces hommes du XXe siècle. Donc il a écrit, il a laissé des notes
pour dédier en fait un portfolio aux citoyens juifs de Cologne, mais aussi aux prisonniers politiques, et aussi un portfolio où on voit des travailleurs étrangers, des travailleurs forcés, des jeunes Ukrainiens, et on termine l'exposition sur 2 portraits de jeunes Ukrainiens. Donc ce sont des coïncidences qu'on n'a pas prévues. Oui, mais qui résonnent aujourd'hui terriblement, parce que c'est une coïncidence malheureusement angoissante. Très bien. Il y a également beaucoup de chefs-d'œuvre dans l'exposition. Quand on pense pour un visiteur, quelles seraient les premières à mentionner? Oui, nous sommes très heureux d'avoir réussi à rassembler autant de chefs-d'œuvre dans cette exposition, donc ce qui était souvent grâce à notre propre collection au Centre Pompidou. Donc, du coup, ce que ça facilite les négociations de prêts. Il y a aussi, je pense à la fois Florian et moi, nous avons un réseau assez élargi en Allemagne. Donc, on est un peu dans une terre natale, et c'était peut-être faciliter des contacts et des négociations. Enfin, toutefois est-il qu'on a vraiment pu rassembler notamment des chefs-d'œuvre absolus d'Otto Dix, donc il est un des grands protagonistes de ces courants, de la nouvelle objectivité. Donc on a l'œuvre de 22 à la beauté qui vient de Wuppertal, donc un autoportrait. Il y a le trip des cartons préparatoires pour le grand triptyque de la grande ville, qui nous provient du Kunstmuseum de Stuttgart. Donc c'est un prêt absolument exceptionnel. Et on a bien sûr la belle, ou peut-être pas si belle, Anita Berba, la danseuse souvéreuse, qui orne le catalogue et aussi l'affiche, donc qui est conservée au Kunstmuseum de Stuttgart. Donc c'était vraiment un ensemble extrêmement rare. Il s'ajoute le portrait de Alfred Flechtheim qui nous a été prêté in extremis par la Nationalgalerie de Berlin après des longues négociations. Et donc le public aussi est en droit d'attendre qu'on présente des œuvres majeures, mais on en a déjà parlé, donc l'idée c'est aussi de combiner ça avec des découvertes, avec des œuvres moins connues, des artistes moins connus, comme par exemple on a Karl Hubuch, donc un artiste qui est pas si connu en France, enfin en tout cas moins connu qu'Otto Dix. Et on a réussi à réunir 2 panneaux d'un tableau qui a été à l'époque, à la fin des années 20, découpé par l'artiste suite à un accident dans son atelier. Donc ces 2 panneaux sont donc aujourd'hui séparés. Il y en a un qui se trouve à Madrid et l'autre à Munich. Donc pour l'exposition, on a réussi à les réunir. Et donc c'était un moment assez rare et assez beau de revoir cette œuvre dans son ensemble, comme c'était vraiment pensé. Ça a les 4 postures de sa femme Hilde sur une toile. Et pour Sander, Sander a rendu visite à quelques personnalités connues à Berlin en 1929, entre autres Raoul Hausmann. Mais quelle place assigner à Raoul Hausmann dans ses portfolios, parce qu'il n'a pas de portfolio pour un dadaïste. Donc, il a assigné 3 rôles à Raoul Hausmann, à la fois en tant qu'inventeur dada pour le groupe 2 sur l'artisan, en tant qu'un peu macho dans une ménage à 3 avec son épouse et son amante, pour le groupe 3, la femme, où lui, il joue le rôle principal, et en tant que danseur, et Sander va assigner cette photo au groupe 6, la grande ville, le portfolio autour des bohémiens et des types de la grande ville. Donc, un tirage de l'époque vient du Getty, un autre vient de la Berlinische Galerie, et le 3e vient des archives Sander. Donc, on a aussi pour Sander, finalement, on a eu tous les prêts du Getty, MoMA. Bien sûr, les archives Sander de Cologne étaient très importantes et ont beaucoup aidé. Donc, on a aussi, pour Sander, on a pu réunir beaucoup de tirages importants et des portfolios aussi iconiques comme sur le cirque et les hommes qui sont venus à ma porte. Non, c'est vraiment, on est très reconnaissant. On a eu beaucoup de soutien. Oui. C'est aussi parce qu'il faut pas oublier, on a traversé quand même la crise sanitaire, et donc il y avait beaucoup de reports dans les prêts, dans les expositions, et je dois dire que le collègue, non seulement allemand, mais aussi des collègues américains et d'autres musées étaient vraiment très aidants et très compréhensibles, et c'est vraiment fait plaisir. Il y avait vraiment une solidarité
pour réussir ces projets qui étaient donc si importants par sa rareté et par aussi cette idée de présenter pour la première fois ces courants ici en France. Donc, je vous remercie chaleureusement de votre participation, cette conversation qui a permis quand même une vision sur l'exposition en détail, avec pas mal d'informations de plus. Et à bientôt. Merci. Danke, sehr gerne. Pour faire le pont entre l'Allemagne des années 1920 et le Berlin d'aujourd'hui, la journaliste Mathilde Serrel, qui est une habituée du mensuel, va discuter avec un brillant historien, Nicolas Offenstadt, et ils vont parler des promenades urbaines dans Berlin hier et aujourd'hui. Nous voici dans le forum du Centre Pompidou, tandis que se tient tout en haut au 6e étage cette exposition sur Berlin, le Berlin des années 1920, d'après la Grande Guerre, sur la nouvelle objectivité. Et puis ici, le Berlin des années 2020, avec notamment le collectif Raumlabor qui a structuré la discussion, les échanges, les réunions dans cet espace. On a un historien, on a cette chance avec nous pour faire le lien théorique et spatial entre ces deux moments. C'est vous, Nicolas Offenstadt, vous enseignez à l'université Panthéon-Sorbonne l'histoire contemporaine, vous êtes spécialiste de la Grande Guerre et spécialiste des traces. Et vous avez notamment énormément exploré l'ex-RDA, où vous avez eu cette approche historiographique dans cette Allemagne de l'ex-RDA, et vous avez aussi réhabilité un petit peu aussi des choses qui ne sont ni documentées ni muséographiées. Ça a donné lieu à 2 ouvrages, l'un chez Stock, l'autre chez Albin Michel. Et je voudrais vous demander donc, en tant que spécialiste des traces, ce que dans vos explorations, vous avez vu de cette Allemagne d'après la Grande Guerre. On dit souvent que l'Allemagne aurait une mémoire de la Grande Guerre moins forte que d'autres pays européens, notamment parce que c'est un pays défait. C'est une défaite évidemment pour l'Allemagne. Et en fait, quand on se promène en Allemagne, de l'Est, mais pas seulement, on se rend compte que cette Grande Guerre elle est en fait très présente dans l'espace public. D'abord, il y a beaucoup de monuments aux morts en Allemagne. Certains sont de type nationaliste, d'autres plus attentifs au deuil ou simplement à la mort. Donc il y a partout en Allemagne des monuments aux morts comme ailleurs. C'est la première trace qui frappe, y compris dans des petits villages, y compris dans des casernes de pompiers en vous promenant ici ou là. Le deuxième élément, c'est aussi des inscriptions. Des inscriptions qui sont restées, qui marquent le moment de la guerre. Certaines demandent la protection de la patrie, d'autres sont plutôt critiques anti-guerre. Les inscriptions, c'est des graffitis. Ça peut être des choses très officielles, que par exemple celui qui a fait construire un immeuble veut rappeler qu'il a été construit pendant la guerre. Il y en a qui disent que c'était un temps de fer, par exemple. Donc c'est une Allemagne qui sort particulièrement exsangue de la guerre. Donc cette Allemagne des années 20, cette Allemagne de l'exposition, c'est celle de la mort et de la souffrance des civils. Ensuite, c'est celle de la défaite, évidemment, de ce traumatisme. Et en plus d'une défaite qui a été instrumentalisée par les nationalistes, qui l'ont rejetée, alors que la réalité est tout autre, mais sur les républicains, sur les socialistes, sur les juifs, il y avait tout un ensemble de boucs émissaires. Donc une défaite à la fois, évidemment, effective et très lourde, mais aussi instrumentalisée. Et puis troisième élément qu'on a parfois tendance à sous-estimer, qui est aussi très présent dans l'exposition, c'est la Révolution. C'est que c'est une Allemagne qui change. L'Allemagne de 1918, c'est une Allemagne qui a connu un changement de régime avec plusieurs types de révolutions. Une qui a réussi, on peut dire, une révolution démocratique, républicaine, et une rêvée qui était une révolution socialiste. Donc vous voyez, c'est un bouillonnement, et vous en trouvez évidemment aussi des traces dans l'espace public allemand. Il y a notamment cette peinture d'Otto Dix qui s'appelle La Beauté, qui est une peinture ironique, pour dire, au fond, la laideur de cette période où on songe à oublier tout. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu ressentir dans ces explorations à travers des objets, des trouvailles? Avant même l'aspect trouvaille, c'est qu'effectivement, le côté avant-garde, littéraire, artistique, c'est un tout petit monde dans l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne des années 20. C'est aussi la violence et la misère de toute une autre population. Donc cette petite minorité multiculturelle, ouverte, artistique, qui refait le monde en quelque sorte, c'est qu'une partie de l'Allemagne, il y a aussi tout un ensemble de clichés, de photographies qui sont celles des amputés, qui sont celles des mendiants, de ces anciens combattants qui ne peuvent pas se réinsérer dans la société, qui subissent donc toute la violence que vous venez de décrire. Et donc du coup, c'est effectivement une Allemagne qui n'est pas que celle de l'art et qu'on voit dans les œuvres des artistes eux-mêmes. Autre trace, cette fois-ci, qui peut-être se prolonge dans l'espace, mais je vous pose la question, c'est très important, la fonctionnalité dans cette période de la nouvelle objectivité, dans ce courant artistique qui finalement, en fait, s'étend
à la société, en tout cas en termes d'appellation. Est-ce qu'il y a des traces de ce besoin de traduire les choses par la fonctionnalité ? Oui, alors ça évidemment c'est très important et c'est central dans l'exposition, la nouvelle objectivité donc, qui insiste sur cette dimension des choses comme elles sont. Vous le trouvez dans l'architecture, il reste. Il y a des villes qui sont encore marquées et qui d'ailleurs en ont fait aussi un élément. Il y a 2 villes évidemment où l'architecture de cette époque est encore présente, qu'on peut visiter, c'est Weimar, une ville bien connue aussi du classicisme allemand et de beaucoup d'autres choses, et la ville de Dessau. Et alors ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'on peut y trouver des bâtiments qui datent de l'époque, donc de l'architecture Bauhaus, donc qui est à la fois un courant qui est un multiple, qui a qu'on voit bien dans l'exposition sous différents aspects, qui a des aspects objets, et un aspect aussi architectural, révolutionnaire aussi de ce point de vue-là. Donc on a des traces physiques. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, l'Allemagne valorise beaucoup dans sa culture d'aujourd'hui ces années 20. Pourquoi ? Parce que c'est de dire qu'il y a eu une autre Allemagne avant le nazisme. Vous voyez, dans la mémoire contemporaine allemande, les années 20, c'est quelque chose qu'on a envie de valoriser. On a envie de valoriser ces gens, finalement, avant que l'Allemagne devienne nazie. Ceux qui n'ont pas été des nazis aussi, parce que beaucoup, dans ces artistes ou dans ces écrivains, ont résisté au nazisme. Ce qui est frappant, c'est que dans les interrogations des artistes qui sont présentés dans l'exposition, et pas seulement des designers, pas seulement des architectes, mais aussi des peintres, des photographes, c'est que l'objet et les lieux sont extrêmement présents dans cette nouvelle objectivité. Il y a des photographies, il y a des peintres, il y a des natures mortes, il y a des photographies d'objets qui sont présentées et qui sont très importantes. Et on voit bien qu'il y a une interrogation sur l'objet en tant que tel. Et là, évidemment, ça nous renvoie aujourd'hui à notre modernité parce que partout, l'objet nous interroge. C'est un objet d'émotion, c'est un objet qui dit l'authenticité aujourd'hui. Les expositions se multiplient, les livres. On écrit même l'histoire par l'objet de plus en plus. Les musées ne cessent de faire des expositions des objets. Les sciences sociales, les sociologues travaillent sur l'objet. L'objet est partout aujourd'hui dans nos interrogations contemporaines. Qu'est-ce qui fait à l'homme ? Et pas l'objet uniquement en tant qu'il est utile, pas non plus en tant qu'il est une esthétique, mais aussi qu'est-ce qu'il nous dit de nous-mêmes. Donc toutes ces interrogations qui vont des magazines de mode jusqu'aux sociologues en passant par les musées, on voit à quel point dans les années 20, il y a eu déjà cette interrogation sur l'objet, encore une fois, comme constituant de la société et peut-être aussi d'une nouvelle modernité. Parce que les objets ne veulent plus être réservés à une bourgeoisie qui en avait les moyens, mais se répandre, d'où l'importance de la standardisation, d'où les réflexions du Bauhaus. Donnez-nous une des explications qu'en tant qu'historien, vous avez pu développer à partir justement d'un objet et de son abandon. D'abord, premièrement, moi, ce que je trouve assez fascinant comme approche de l'objet qui a été développée par les sociologues, c'est de prendre l'objet au sérieux, c'est-à-dire de ne penser qu'il n'est pas simplement un outil qu'on va utiliser, mais de dire qu'il a un rapport à nous qui est beaucoup plus intense. Et donc, du coup, je prends l'objet au sérieux et j'essaie de voir comment les gens qui les ont utilisés, finalement, le considéraient, mais aussi quelle place ils pouvaient. Et notamment, un des effets auxquels on réfléchit quand on parle des objets, c'est l'effet stabilisateur. Et ça, on peut se demander... L'effet stabilisateur ? Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'effet stabilisateur ? C'est que finalement, l'objet peut être rassurant. C'est-à-dire qu'il donne une forme de matérialité à une situation confuse. Il peut vous donner l'impression que les choses Un effet stabilisateur, d'accord. Que les choses sont solides, qu'elles sont stables, que vous pouvez le toucher, qui produit une émotion. Et comment ne pas penser à cette société si bouleversée des années 20, qui en retrouvant l'objet, retrouvait finalement quelque chose de solide dans un monde qui avait été complètement détruit par la guerre et par ses suites. Et donc finalement, reconstituer un monde d'objets, c'est aussi restabiliser le monde social qui a été complètement bouleversé par ce qui s'est passé. Et quel lien vous voyez donc entre ces années 1920 et nos années 2020 ? Comment ne pas penser évidemment au retour de la guerre en Europe, aujourd'hui, au cœur de l'Europe, avec évidemment ce qui se passe en Ukraine. Mais il y avait déjà eu des retours de guerre dans les années 90 avec l'ex-Yougoslavie, tout un ensemble de conflits. Et donc du coup, c'est aussi se réinterroger. Et surtout, ce qui est frappant quand on voit le poids de la guerre sur les sociétés, dans les années 20, encore une fois, c'est écrasant. C'est un monde qui n'est fait que de la guerre, quasiment, par certains aspects. Il y a un penseur allemand qui est très important, un philosophe allemand, Walter Benjamin, qui dit finalement la guerre a tellement tout dévasté qu'elle a même dévalorisé la notion d'expérience. Donc on ne peut même plus transmettre d'expérience. Donc imaginez cette radicalité. Et donc du coup, on se dit évidemment comment aujourd'hui, finalement, alors qu'on pensait que l'Europe était apaisée, on voit en quelque sorte de nouveau l'irruption de la guerre. Et surtout, ce qui est frappant, et c'est pour ça que le parallèle, ou en tous les cas les jeux de miroir peuvent être faits, c'est une guerre finalement assez conventionnelle. Donc c'est des chars, c'est des troupes finalement qui paraissent très traditionnelles, c'est des populations civiles qui sont au cœur du conflit, comme elles ont pu l'être à certains moments, pas tout le temps, pendant la guerre de 14-18. Et donc du coup, on a du mal à regarder aussi ces années 20, ce produit de la guerre, sans imaginer que la guerre a de nouveau fait irruption au cœur de l'Europe. Et donc du coup, on se demande aussi
puisque c'est finalement une exposition non pas sur la guerre, mais sur ses suites. Oui, ses suites artistiques. Ces suites artistiques, qu'est-ce qu'elle va laisser, évidemment, sur les sociétés d'Europe centrale, pas seulement l'Ukraine, mais toutes celles qui sont menacées. C'est les traces de ce qui va se passer. Parce qu'à la guerre, je ne sais pas comment elle s'achèvera, les historiens sont très mauvais pour le futur. Donc il ne s'agit pas de... Oui. Mais ce qu'on peut anticiper, évidemment, c'est quand on voit toutes les violences classiques, finalement, dans leur horreur. Bien sûr. Les Torture, viols, tout ce qu'on connaît des guerres. Tout ça, évidemment, va aussi laisser des traces, va être thématisé par les artistes. Et donc, du coup, là, le miroir est évident entre ce que disent ces gens de la nouvelle objectivité et ce que nos sociétés auront aussi à gérer comme mémoire et comme violence. Merci beaucoup, Nicolas Offenstadt. Prochaine Urbex. Je pense que je vais justement aller dans ces régions de Dessau, de Saxe-Anhalt, parce qu'elles sont très passionnantes, elles sont un peu à l'abandon, et du coup, il y a à la fois, c'est un héritage très riche et plein de choses à voir encore. Donc un Urbex Bauhaus. C'est envisagé déjà pour l'été. Ah, d'accord, mais on sait où vous trouver. Merci beaucoup. Merci Mathilde Serrel. On enchaîne et on reste dans le Berlin des années 20 pour une conversation avec le journaliste du Frankfurter Allgemeine Zeitung, Niklas Maak, pour évoquer les crises d'urbanisme que traverse aujourd'hui la ville de Berlin. A tout de suite. On se retrouve avec Niklas Maak. Vous êtes journaliste au Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vous êtes un des invités de ce programme Berlin, nos années 20, et on est vraiment très heureux de vous recevoir, d'autant que toutes les personnes avec lesquelles on a discuté en faisant le programme et qui vous connaissent disent que vous êtes un photographe, un journaliste extraordinaire, donc, et très sympathique. Donc du coup, on est évidemment encore plus heureux de vous avoir. Vous enseignez l'architecture à l'université de Francfort. Et donc, on va aussi bien parler avec vous de Berlin, de la situation, du climat berlinois. Oui. Et puis aussi, on va pouvoir aborder les questions liées à l'urbanisme, puisque ce sera le sujet d'une des conversations pour lesquelles vous êtes un invité de notre programme. Alors, peut-être, Niklas Maak, peut-être effectivement une première question un peu d'ambiance. D'après vous, pour vous, dans quel moment se situe Berlin ? Berlin est dans quelle situation actuellement ? À vrai dire, c'est une situation assez bizarre maintenant qu'on a 30 ans après, 33 ans presque après la chute du mur. On se trouve dans une situation où la ville a perdu un certain caractère de ville expérimentale, ouverte, parce que à l'époque, moi j'étais très jeune, mais je suis allé à Berlin quand le mur tombait, et on trouvait une ville où il y avait des millions de mètres carrés vides, parce que le gouvernement de l'ex-RDA avait disparu, les bâtiments étaient encore là, et ils étaient occupés par des artistes, par des architectes, des activistes qui ont essayé des nouvelles choses, des nouvelles formes de vivre ensemble. Donc, il y avait une grande liberté. Au même temps, on a eu un gouvernement à Berlin toujours très conservateur qui voulait éliminer ces espaces vides. Donc il y avait presque une agoraphobie du gouvernement local qui voulait fermer tous les espaces vides aussi. C'était la seule ville du monde, peut-être, où le centre était vide, parce qu'il y avait le mur, on ne pouvait pas y aller, et le moment où le mur tombait, il y avait un grand vide. Et le gouvernement, autre que la génération plus jeune, qui voulait jouer un peu avec ces espaces vides, a voulu faire quelque chose pour fermer, pour remplir ces espaces. Et avec le résultat que le gouvernement local et aussi national de l'Allemagne a fait quelque chose qui a mené à une situation où on a éliminé toutes les traces de l'histoire depuis les années 30. Donc on a reconstruit la coupole du Reichstag, du Parlement. Oui. Donc, vu de loin, on dirait on est dans l'an 1920. Quoi. On a détruit le Parlement communiste, un bâtiment moderniste qui a été occupé comme un palais populaire, public. On l'a démoli pour effacer toutes les traces du communisme. On l'a remplacé par le château. Et maintenant, on est dans une situation où on se demande... quel est le message de toutes ces actions ? Le message,
je pense que ceux qui ont fait la campagne pour le château, la reconstruction du château, voulaient créer un moment où on dit on retourne un peu au siècle des Lumières. Hein. Vous voulez bien nous préciser cette affaire du château, de quel château vous parlez, voilà. Donc, il y avait à Berlin, au centre de Berlin, il y avait un grand château, un château où même les fameux architectes comme Schinkel ont dit que c'est très laid. C'est pas un beau château français, c'était un château plutôt une box très militaire avec une tour, avec une croix au-dessus. Et donc le gouvernement de l'RDA a éliminé les ruines parce qu'il le considérait comme un symbole du militarisme prussien. Et voulaient faire quelque chose d'autre. L'Allemagne prussienne d'avant le communisme. Oui, voilà. Et donc, ils l'ont remplacé par un bâtiment très moderne, fait en coopération avec les Suédois, donc un palais populaire avec le gouvernement. Donc, ceux qui n'aimaient pas le communisme ont dit, donc, on va éliminer toutes les traces du communisme et on va remplacer le bâtiment moderne par une reconstruction du château. Mais le château, c'était le siège de l'empereur et des Prussiens. Donc, il n'y avait pas de contenu. Donc, on a imaginé un contenu qui s'appelle le Humboldt Forum, hein, parce qu'il fallait mettre quelque chose dans le château, parce qu'on ne peut pas justement... Mais donc, il a été reconstruit à l'identique de la période prussienne. Presque. C'est... la façade, oui. L'intérieur, on dirait plus c'est un Motel One. Hein. C'est vraiment très, très, très laid. Hein. Et une déception totale. Hein. Parce que si on attend une exubérance baroque, hein, on se demande où suis-je, parce qu'on dirait que c'est une grande surface, un shopping mall hein, à l'intérieur. Et le grand problème, c'est qu'on a mis quelque chose qu'on appelait le Humboldt Forum. Humboldt, un grand savant allemand qui a voyagé le monde. Et à l'époque, on pensait que c'est une bonne référence. C'est une référence de l'Allemagne, Humboldt. C'est le bon Allemand qui s'intéresse au monde, qui est chercheur scientifique. Qui donne son nom aussi, Humboldt, à une des grandes universités de Berlin, la Humboldt Université. L'Allemagne a une histoire avec quelques figures très doutables, mais Humboldt a toujours été considéré comme le bon Allemand du siècle des Lumières. Donc on s'est dit, on ne fait pas une faute en l'appelant Humboldt Forum. Et on a mis, comme Humboldt voyager le monde, on a mis les collections du musée ethnologique à Berlin, à l'intérieur du château, pour dire c'est une expression de notre intérêt au monde, hein, comme l'Allemagne s'intéresse au monde, aux différentes cultures. Et maintenant, grâce à une historienne d'art française, Bénédicte Savoie, on trouve de plus en plus douteux cet héritage parce qu'elle a fait preuve avec un team de chercheurs que ces choses qu'on montre dans le musée ethnologique ont été en partie ramassées par des colonisateurs allemands d'une façon très violente en Afrique, en Océanie, et il y a toujours des demandes de retourner ces objets. Donc on est dans une situation pour finir la réponse. Bénédicte Savoie, dont vous parlez, qui a fait ce travail de recherche sur Humboldt, qui s'est occupé aussi de cette mission autour de la question des restitutions des œuvres qui ont pu être prendre par la France et par d'autres pays dans des colonies, et qui a fait ce rapport et qui ouvre à la question de la restitution des œuvres. Et c'est elle qui a mené ce projet, qui a mis du doute dans le personnage. Et voilà, on se trouve dans une situation où on a fait au cœur même de l'Allemagne, on a reconstruit un château avec l'idée de donner une identité à l'Allemagne nouvelle réunie, avec un contenu où maintenant, il faut le dire, il faut admettre que si ça exprime l'intérêt des Allemands envers le monde, c'est un intérêt très militaire, très agressif, très violent. Et je pense, donc, on est en pleine crise identitaire à Berlin, aussi à cause de ça. On a éliminé les traces de l'histoire, on a créé une image de l'histoire un peu idéalisée allemande, et on trouve que les objets avec lesquels on veut faire preuve de cette identité allemande siècle des Lumières est un héritage très problématique avec une histoire très violente de colonialisme allemand. Alors, je dois dire que c'est évidemment très intéressant ce que vous nous racontez déjà, Niklas Mack, d'autant que, au fond, on était
plusieurs à faire ce programme sur Berlin aux années 20, et on a bien senti qu'on n'était pas dans le moment justement de la promotion de Berlin comme un lieu de fête, comme un lieu de club, ça, qu'on était effectivement dans un moment un peu plus de crise, d'un questionnement de Berlin sur lui-même, et beaucoup de Berlinois nous ont dit au fond, Berlin passe beaucoup de temps à parler de Berlin. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'autoconcentration de la ville sur ses propres problématiques. C'est encore une sorte d'isolement. À quoi ça tient ? Ça tient évidemment à ce que vous dites, c'est-à-dire à une crise, en quelque sorte, d'identité d'une ville. Mais il y a un contexte particulier où à Berlin, on parle beaucoup de Berlin. Oui. C'est vrai aussi parce que la ville était une ville assez libre, assez expérimentale, mais qui a attiré beaucoup d'investisseurs, beaucoup de monde qui voulait faire de l'argent parce que c'était tellement bon marché que beaucoup de monde s'est dit on peut acheter des appartements et on peut bâtir des appartements. Et au même temps, le gouvernement local de Berlin a fait une faute terrible parce qu'autre qu'à Vienne, où l'État est toujours en possession de beaucoup d'appartements publics qui peut gérer un peu les niveaux des loyers. À Berlin, l'État a vendu toutes les propriétés publiques à un prix très bas à des investisseurs qui ont vraiment détruit le climat d'une ville bon marché. Parce qu'à Berlin, aux années 90, on pouvait écrire un roman pendant 2 ans, 3 ans, et on pouvait survivre. Hein. Maintenant, si vous ne vendez pas le roman après 3 mois, il faut qu'on parte parce que c'est trop cher. Et donc, il y a une grande polémique autour de la question comment est-ce qu'on peut bâtir, comment est-ce qu'on peut retourner aux gens cette liberté de vivre à Berlin comme jadis. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, c'est ce qu'on évoque dans beaucoup de villes, c'est la question de la gentrification. Mais au fond, quand on évoque la gentrification, on évoque l'idée que voilà, des loyers deviennent de plus en plus chers et expulsent au fond des populations sociales ou des populations soit venues de l'immigration, etc., au profit de gens plus favorisés, plus riches, etc. Ici, c'est une gentrification qui s'applique aussi à tous ces artistes, à tous ces graphistes, à tous ces designers, à tous ces artistes qui sont ces créateurs. Je dirais même que Berlin avait été la capitale de la creative class. Et donc, c'est toute cette creative class qui se trouve elle-même dans l'impossibilité de rester à Berlin. Et de fait, par exemple, je connais beaucoup d'artistes qui vivaient à Berlin, qui se sont installés à Berlin au début des années 90, des Nicolas Moulin, des Mathieu Mercier, et qui sont revenus, et qui sont revenus parce que c'est devenu impossible à vivre. Oui. Alors qu'au départ, les conditions de vie, comme vous l'avez dit, étaient tout à fait favorables à une installation et au fait de pouvoir vivre et de faire une pratique artistique dans des espaces grands et pas trop chers. Non, c'est vrai qu'on a remplacé, les artistes par les startups un peu, dans quelques quartiers de la ville, mais je suis quand même optimiste parce qu'il y a un nouveau phénomène à Berlin, aussi dans d'autres villes allemandes ou européennes, je pense, mais spécialement à Berlin, parce que c'était toujours une ville avec une pas très forte économie, parce que à cause du mur, il n'y avait pas vraiment une industrie à Berlin, donc c'était toujours un peu alimenté, et Berlin souffre le plus fort des crises économiques de l'Allemagne. Et ce qu'on observe maintenant à Berlin, c'est que les structures, les shopping malls, les grandes tours avec les bureaux qu'on a bâtis aux années 90 commencent à disparaître, à s'écrouler. Et il y avait toujours ce rêve de la gauche allemande qu'une révolution va détruire les shopping malls, détruire les tours capitalistes. Maintenant, c'est le capitalisme même, sous forme de capitalisme digitalisé, qui abandonne ces structures parce que il est plus efficace de vendre les choses sur Amazon et pas dans les shopping malls et de travailler à la maison. Et donc, on se trouve dans une situation de nouveau où on trouve à Berlin beaucoup de mètres carrés abandonnés. Cette fois, toujours en possession privée. Mais ceux à qui appartient les shopping malls ne savent pas quoi faire. Donc démolir un shopping mall pour faire des tours d'office,
C'est pas une bonne idée parce que aussi les grandes tours avec les bureaux, ça se vend mal à Berlin. Donc il y a un moment de crise productive à Berlin aussi. Et on trouve beaucoup d'espaces artistiques comme le FKA 6, c'est formerly known as 6, c'est un magasin de mode dans une shopping mall qui a été tourné en espace d'art par un groupe de jeunes curateurs qui montrent une nouvelle génération d'artistes berlinois qui font des choses très intéressantes. Il y a par exemple une exposition de Olga Humann qui travaille à la limite entre littérature et art et performance. Et on peut aller dans une shopping mall semi-abandonnée pour vivre cette nouvelle forme de production artistique. Donc je pense que la crise économique des grandes surfaces à Berlin produit et attire une nouvelle génération d'artistes. Ah non, mais c'est vraiment passionnant. Alors, il y a une zone aussi qui fait débat, qui est un sujet quand même très fort. C'est l'ancien aéroport de Tempelhof, qui était un aéroport. C'était l'aéroport américain. C'était quoi Tempelhof? C'était un aéroport qui était un des premiers aéroports en Europe, énorme, dessiné dans les années 20, mais utilisé par les nazis comme expression d'une Allemagne moderne, un bâtiment étonnant, gigantesque, qui était l'aéroport de Berlin pendant quelques décennies, avant Tegel. Et maintenant, c'est abandonné parce que c'est en pleine ville, en centre-ville. Et pendant 10 ans, on n'a pas su quoi faire avec les grands espaces là-bas. Et la scène artistique berlinoise a toujours demandé de pouvoir l'occuper pour faire des choses, y déménager et l'occuper. Moi, je suis allé à une fête à l'aéroport de Tempelhof. C'est fascinant. Il y avait un plan de bâtir des bâtiments, du logement sur le runway. Heureusement, ça a été abandonné parce que c'est un espace vide génial où on peut aller faire du skate, faire des pique-niques. Et maintenant, c'est presque un jungle qui est en train de pousser là-bas. Donc, on peut même se cacher sous les arbres sur l'ancien aéroport. Donc, c'est très beau, c'est très sauvage, un cœur sauvage de la ville. Et maintenant, il y a toujours la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'aéroport, le bâtiment? Et malheureusement, encore une fois, le Sénat de Berlin a eu qu'une idée. Ils disent toujours, on n'a pas l'argent pour le rénover, pour l'occuper. Et donc, c'est des entrepreneurs privés qui viennent et font des choses, entre autres, une soi-disant Kunsthalle, un espace d'art, qui était géré par une fondation très douteuse de Bonn, qui fait un programme très privatiste, qui n'a rien à voir avec la ville, avec la scène artistique. Il y avait beaucoup de protestes maintenant, de débats sur ce Kunsthalle, qui montrait... il y avait une exposition sur Bernard Vénet, un artiste évidemment connu en France, pas trop en Allemagne. Mais le problème avec cette exposition c'était une décision d'un entrepreneur de Bonn qui fait payer son truc en partie par l'État allemand avec des moyens publics pour montrer son propre goût. Et ça, c'est évidemment un problème que les grands espaces qui pouvaient être des espaces où une société civile discute quel est l'avenir de l'espace public dans ce moment culturel. Ces espaces sont occupés par des intérêts privés, par des entrepreneurs qui font leurs choses. Donc il y a un manque de gouvernement vraiment. Et là, il y a ce que je trouve, ce qui est très important, un mouvement politique de jeunes artistes, jeunes berlinois qui disent on ne va pas accepter que la ville vend ces espaces à l'intérêt privé. Mais il y a même eu une décision, un vote citoyen pour empêcher les promoteurs immobiliers d'agir. C'est quoi cette histoire? Il y a plusieurs votes publics à Berlin. En fait, les votes publics, s'il y a un certain nombre de voix comptées. Comme des référendums municipaux, quoi. C'est comme un peu en Suisse. On fait des référendums. Un référendum a décidé par une grande majorité que les développeurs de l'immobilier ne peuvent pas décider comment
on va continuer à bâtir au centre-ville autour de Tempelhof. L'autre référendum a été encore plus guerrier, qui dit qu'il fallait nationaliser les grandes compagnies à qui appartiennent les appartements à Berlin, parce que, et je trouve quand même, c'est vraiment très communiste comme propos, soutenu par une majorité des Berlinois, mais on comprend très bien leur situation, parce qu'il faut dire, spéculer avec l'habitat, avec les appartements. Avec l'espace public. Avec l'espace public, mais aussi avec les appartements. Ouais. Ça ne se fait pas, on ne peut pas faire. Il faut le regarder comme partie de l'infrastructure publique, comme l'eau, comme l'air pas pollué, comme les routes, parce que le seuil, le sol est une ressource qu'on ne peut pas emmener à la bourse pour spéculer. J'ai toujours dit, c'est totalement OK. Je suis pas anticapitaliste. J'ai dit, si vous achetez 20 Porsche et vous espérez que le prix monte, c'est totalement OK. On peut faire de l'argent. Mais le faire avec des appartements, c'est vraiment immoral. Et on voit à Berlin à quel point ça mène si une grande compagnie qui est notée à la bourse achète des milliers d'appartements et vraiment fait tout pour en tirer un maximum d'argent pour payer leurs investisseurs au prix de la vie des gens qui grandissent, qui doivent quitter leur appartement, qui doivent déménager avec leurs enfants, quitter la ville, déménager en banlieue ou en campagne. Hein. C'est une situation qui est devenue à Berlin tellement critique qu'on a dit alors, et on a un paragraphe dans la Constitution allemande qui dit, quand vous êtes le propriétaire d'un bâtiment, vous avez un rôle éthique à défendre le well-being des gens qui y habitent. Et si vous vous comportez d'une manière inacceptable, l'État peut dire c'est fini, c'est plus votre propriété, on peut nationaliser. Donc le Parti libéral a toujours essayé d'éliminer ce paragraphe-là parce que c'était regardé quand même un peu trop communiste. Mais maintenant, il y a quand même un consensus dans la société allemande de dire il faut être très très sage quand on crée une situation où une majorité des Berlinois ne peut plus vivre au centre-ville, ne peut plus vivre d'une manière dignified, hein, un peu. Merci beaucoup, Niklas Mack. Voilà, on est rentré dans le Berlin d'aujourd'hui. Ça va être évidemment tout l'effet du programme qu'on va mener pendant ces 2 mois jusqu'au 3 juillet. Je vous remercie. On va vous entendre dans quelques heures pour continuer cette conversation avec d'autres invités autour de cette crise urbaine à Berlin. Et puis, on va nous continuer notre traversée dans le Berlin des années 20. Merci beaucoup, Niklas Mack. Merci à vous. Merci. Pour continuer sur le Berlin des années 2020, le Centre Pompidou fait une invitation exceptionnelle à la Berlinale, le festival de cinéma de Berlin. Rendez-vous tout de suite avec son directeur artistique, Carlo Chatrian, en discussion avec Judith Revaud-Dallon, qui travaille au service des cinémas du Centre Pompidou. Carlo Chatrian, bonjour, enchantée. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce mensuel. Vous êtes le directeur du Festival international du film de Berlin depuis 2020, la Berlinale, qui est l'équivalent de Cannes ou de Venise. Avant cela, vous étiez journaliste, critique de cinéma. Vous avez dirigé aussi un autre festival de cinéma important à Locarno de 2012 à 2018. Pour commencer, et c'est une question particulièrement intéressante pour vous qui êtes italien, quelle est, selon vous, la spécificité de la Berlinale en lien avec l'histoire du festival et avec la ville? Qu'est-ce qui fait de la Berlinale un festival un peu particulier? La première fois que je suis allé à Berlin, c'était justement pour suivre le festival. C'était, je pense, l'année 2002. Et la porte d'entrée pour toute personne qui vient au Festival de Berlin, c'est Potsdamer Platz, qui est peut-être l'endroit moins représentatif de Berlin, parce que c'est un endroit qui a été totalement reconstruit dans les années 2000, justement.
qui est magnifique pour montrer des films parce que ils offrent une agglomération entre salle de cinéma, hôtel, un musée qui devient la maison du marché. Mais en même temps, cet endroit raconte très peu de l'histoire de Berlin, parce que Berlin est une ville qui n'a pas un centre, cause de par son histoire, mais plutôt qui a plusieurs centres. Et en fait, je pense que cette idée d'une ville polycentrique se traduit dans un festival polycentrique, au sens où, bien sûr, le Festival de Berlin a un cœur pulsant qui est là sa compétition, et qui veut être aussi un peu la représentation du mieux de l'année, mais aussi des différentes tendances, âmes du festival. Mais en même temps, si on veut comprendre le festival, il faut aussi le parcourir dans les autres sections. Donc, ce qui me fait plaisir dans la sélection de la Berlinale à Paris, c'est que on pourra voir des films de la compétition, mais aussi des films qui font partie des différentes sections du festival. Et alors, pour ceux qui connaissent peut-être le festival de Cannes ou le festival de Venise, la particularité de Berlin, c'est que les différentes sections ont d'un côté une certaine autonomie, ce qui rend le travail de moi en tant que directeur artistique plus excitant, disons ça comme ça, mais aussi il y a un plus grand degré de collaboration. Et c'est un peu quelque chose qui a un rapport avec la ville, au sens où les habitants de la ville vivent leur quartier, mais les différents quartiers entrent en communication. Donc, pour ceux qui connaissent Berlin, encore aujourd'hui, l'Est et l'Est sont très différents en termes d'urbanisme, d'édifices, mais aussi en termes des gens qui les fréquentent. Donc, les quartiers de l'Est et surtout du Sud, donc Kreuzberg et Neukölln, sont très branchés, sont très hipster, alors que Charlottenburg est très bobo, est très bourgeois. Bon, dans le festival, il y a un peu de cela, mais c'est plus intéressant pour moi de voir ce que ça donne, montrer un film dans une salle à l'ouest ou le même film montré dans une salle à l'est. Alors, donc, les réponses sont très différentes. Vous venez d'insister, c'est vraiment la grande particularité du festival sur l'importance de la ville, de son histoire, dans la manière de le travailler et de le concevoir. Est-ce que vous pouvez revenir un peu pour nos spectateurs français qui ne connaissent pas forcément l'histoire de la Berlinale sur la naissance du festival, dans quel contexte il s'est développé? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça? Le festival a été créé en 1951, donc il faut peut-être se projeter dans une ville qui sortait de la guerre, qui était encore, à l'époque, était en fait partagé en quartiers. Donc, il y avait le quartier sous l'occupation, ou plutôt l'influence soviétique, le quartier sous l'influence britannique et des États-Unis. Et donc, le festival est né, on dit, comme un cadeau des États-Unis. La ville de Berlin après, comme vous le savez, à partir des années 60, le mur a été créé, donc la ville a été vraiment partagée en deux, comme l'Allemagne. Mais la ville de Berlin, surtout du côté de l'Ouest, qui était une île à l'intérieur de l'Allemagne de l'Est, était une ville très culturelle. Et le festival a eu, comme une bonne partie de l'industrie du cinéma de l'Allemagne de l'Ouest, un rapport très fort avec le cinéma américain. Après, le long des années, ce rapport a toujours existé, mais bien sûr, à côté, il y a eu Berlin a été l'endroit de la découverte, par exemple, aussi du cinéma de l'Europe de l'Est dans les années 70. Donc, disons, dans l'histoire du festival, dans le ADN de la ville, il y a ce rapport entre l'histoire avec l'H majuscule et l'histoire du cinéma dans la deuxième partie du XXe siècle, y compris un rapport très fort avec les questions politiques ou identitaires. Après, à partir des années 90, mais déjà un peu avant, le festival a montré des films aussi dans l'autre côté du mur. Donc aujourd'hui, c'est une ville où on peut voir les signes du passé, mais c'est aussi une ville très contemporaine, très moderne. Et les habitants de la ville sont aussi c'est une ville très multiculturelle. À travers ce que vous venez de dire, on comprend également que le Festival de Berlin est un festival destiné d'abord au public. Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui le différencie de beaucoup des grands festivals internationaux qui, eux, sont plus orientés, très professionnels, en fait. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de ça ?
D'un côté, il faut rappeler que le Festival de Berlin a un très grand marché et une présence de la presse internationale très forte. Donc, quand moi et mon équipe on choisit un film, on est conscient que ça sera le coup d'envol pour ce film au niveau international. Moi, je pense que notre travail, c'est de créer des ponts entre des cinéastes, des ponts entre les cultures. Donc, quand je suis arrivé, peut-être aussi pour donner quelques idées sur la ligne éditoriale, j'ai voulu quand même remettre le cinéma au centre du festival. Il a été toujours au centre du festival, mais de nouveau, de par son histoire, un film, quand est montré à Berlin, il acquiert une valeur politique. Alors pour moi, cela est très important, mais tout d'abord, il faut dire qu'un film est politique à travers son langage, à travers sa forme et aussi à travers son contenu. Donc, pour moi, cette dialectique entre l'aspect linguistique et l'aspect populaire est quelque chose de très nourrissant et sur lequel j'ai envie et plaisir à enquêter et aller plus loin. Alors, à travers la sélection de 25 films que le Centre Pompidou a opérés parmi les très nombreuses propositions de la 72e édition de la Berlinale qui a eu lieu en février dernier, le Centre Pompidou présentera des films qui viennent du monde entier, qui viennent d'Ukraine, qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Suisse, qui viennent du Rwanda. Voilà, la sélection est très large. Il y a aussi beaucoup de films français. Nous montrerons des Teddy Awards, les fameuses récompenses des films queer qui existent à Berlin depuis 1987. Qu'est-ce qui, pour vous, même s'il est un peu tôt encore pour le dire, se dégage un peu de cette édition 2022 et qu'est-ce que reflètent les 25 films qui sont présents à Paris? Quand moi, j'avance dans la sélection, j'ai tendance à penser en termes de couleurs. Et donc, chaque film amène une couleur et on essaye de travailler sur une palette la plus large possible. Donc, j'espère que le public de Paris, des Parisiens, mais aussi des gens qui seront à Paris au mois de juin, pourront vraiment profiter des différentes couleurs que les films que vous avez choisis et dont je vous remercie beaucoup. L'aspect réaliste est toujours très fort, très présent dans le festival de Berlin, mais comme dans tout festival. Mais il y a aussi d'autres dimensions. Vous avez cité par exemple le film du Rwanda que je pense amène une couleur très particulière. On connaît le Rwanda surtout par son histoire, et là, c'est un film où l'histoire reste dans l'arrière-fond. Et moi, j'étais ébloui de voir autant de vert et de couleurs vives, alors que on a plutôt tendance à associer cette partie de l'Afrique avec la terre. Et Alcaraz, c'est un bon exemple. Donc, c'est l'ours d'or qui vient de la Catalogne, raconte exactement l'opposé. Ce désir de nature, ce désir d'être reconnecté avec la famille, avec la nature, que je pense est un des choses qui ont émergé de la pandémie. Cette idée que la foule est une image je voudrais pas dire qu'il nous fait peur, mais qui nous met à distance. Et donc, par exemple, le film Un año una noche de Itzhaki Lacuesta, qui raconte le deuil ou comment survivre au Bataclan, raconte aussi cela. C'est un rapport entre intimité et collectivité. C'est quelque chose d'ailleurs que le cinéma et pas les films travaillent en permanence. On voit des films ensemble et surtout dans un festival, on est nombreux dans la salle, on n'est pas un ou deux. Et j'espère et je souhaite vraiment que aussi à Paris, on sera nombreux parce que cela donne une dimension différente aux films qu'on va regarder et surtout parce que les films eux aussi, je pense, ils vont questionner cet aspect-là. Il y a pas mal de films où les personnages, il y a des histoires très fortes, très singulières. Je pense au film suisse Drie Winter, A Piece of Sky, où c'est une histoire très individuelle, mais c'est aussi l'histoire d'un homme seul et d'une femme à son côté qui veut rester près de lui coûte que coûte. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui nous racontent, et ça c'est la force du cinéma, à travers des métaphores, à travers des parcours individuels, quelque chose qui est de l'ordre de l'universel, tout de moins de l'universel aujourd'hui, 2022.